Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 7-8 invités. Voici les titres. Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique, nous livre son regard sur la primaire et la prochaine élection présidentielle. Il était présent lors de l'événement Histoire de lire qui se déroulait ce week-end à Versailles. La maison d'édition Rue du Monde à Voisins-le-Bretonneux fête ses 20 ans. Son fondateur, Alain Serre, nous explique les secrets de cette longévité. Rue du Monde participe cette année encore au Salon du Livre de la Jeunesse de Montreuil. Et puis nous recevrons en plateau Estelle Perrard. Elle est la créatrice d'une collection de 6 livres adaptés pour les enfants qui présentent des retards de développement. Nous allons laisser la parole à un professeur d'histoire, Jean Garrigue. Nous l'avons rencontré à l'occasion d'un événement Histoire de lire qui se déroulait à Versailles le week-end dernier. Il nous a livré son analyse de la présidence et de l'élection présidentielle à venir. L'incarnation de la fonction présidentielle, c'est la thématique de votre dernier livre. Quelle différence faites-vous entre les présidents de la Ve République ? Oh là là, c'est une très longue histoire et c'est ce que j'ai essayé de raconter dans ce bouquin sur les présidents au cœur du pouvoir. Entre le général de Gaulle, la majesté gaulienne qui parlait d'éloignement, voire de mystère, et ce qui est devenu aujourd'hui la présidence, c'est-à-dire une présidence de proximité, une présidence dite normale, la différence est évidemment considérable. Les rituels de la présidence sont finalement restés les mêmes. Le 14 juillet, les conférences de presse, les vœux aux Français. Mais en revanche, la manière d'exercer la fonction présidentielle a totalement changé. Est-ce que c'est en bien? Est-ce que c'est en mal? C'est pas à moi de le dire, mais je pense qu'elle a beaucoup changé, effectivement. Mais quel est le président qui incarne le plus la fonction selon le texte de la Constitution ? Il est évident que le président qui était le plus proche de sa Constitution, c'était le général de Gaulle. Il a d'ailleurs fait évoluer l'interprétation, la pratique et même le texte, puisqu'en 1962, il a fait voter une révision qui donnait l'élection du président au suffrage universel. Mais c'est vrai que la caractéristique, c'est qu'on est allé, notamment avec la loi du quinquennat en l'an 2000, vers une surprésidentialisation. Et le problème, c'est que cette surprésidentialisation va de pair avec la diminution des pouvoirs réels des présidents de la République, qui sont contraints par l'Europe, par la mondialisation, par la régionalisation, qui voient leur pouvoir réel diminuer, mais qui en même temps ont un pouvoir au sein des institutions qui est de plus en plus important. Alors ça veut dire qu'il faut être à la hauteur de ce pouvoir et qu'il faut être à la hauteur de l'incarnation. Malheureusement, la proximité, la surmédiatisation est le contraire de cette hauteur. Et c'est tout le problème de la Ve République. Quelle vision avez-vous de l'élection présidentielle de 2017 ? Alors l'élection de 2017 ne ressemble à aucune autre. D'abord parce que pour la première fois, il va y avoir 2 primaires. Il y en a une qui est en train de se dérouler à droite, une autre à gauche, c'est quelque chose de totalement inédit. Il y aura peut-être un président de la République en exercice qui va participer à une primaire, ce qui là encore est totalement inédit et totalement contraire à l'esprit des institutions de la Ve République. Et puis il va y avoir un nombre de candidats. Peut-être qu'on va battre le record de 2002 qui était de 15 candidats, c'était déjà énorme. Là, on va avoir une multiplicité de candidats. On a aussi un facteur qui est quand même très nouveau, c'est que le favori du premier tour est un candidat de l'extrême droite, en l'occurrence une candidate, Marine Le Pen. Bref, toutes les cartes sont rebattues, on a quelque chose de totalement nouveau. Et donc, en principe, on va avoir un résultat qui va surprendre beaucoup de monde. Littérature jeunesse à présent, il y a tout juste 20 ans, Rue du Monde était créée à Voisins-le-Bretonneux. La maison d'édition est spécialisée dans les ouvrages pour enfants. Elle sera présente le 30 novembre au Salon du Livre de la Jeunesse à Montreuil. Mélanie Poquet a rencontré Alain Serre, le créateur et directeur de la maison d'édition. 20 ans, un gros chantier, beaucoup de travail, 425 livres de réaliser depuis ce jour où de 1996, où j'ai un peu follement décidé de créer une maison d'édition, alors que j'étais auteur de livres jeunesse. J'avais publié une 50aine de livres dans de nombreuses maisons d'édition. J'étais enseignant aussi à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Guyancourt précisément. Et donc voilà l'idée de se lancer follement pour construire un espace éditorial un peu libre, original, créatif, qui prend les enfants au sérieux.
Voilà, alors comme il n'y avait pas d'argent pour le faire, j'ai lancé une sorte de crowdfunding avant l'heure, à la limite de la naissance d'Internet, à la fin des années 90. On a pu faire les tout premiers livres de Rue du Monde, dont son premier, le grand livre des droits de l'enfant, qui quelque part posait un petit peu le champ qui était celui de Rue du Monde, parler des enfants d'ici, d'ailleurs. Le Salon du livre jeunesse de Montreuil, qui est le grand rendez-vous annuel du livre jeunesse en France, et qui attire maintenant d'ailleurs aussi des créateurs de toute l'Europe. C'est la principale manifestation en Europe autour de la littérature jeunesse. Et nous y participons depuis le premier salon de 1996, où nous avons débarqué sur un petit stand de 1 mètre de large avec un livre, le grand livre des droits de l'enfant, illustré par PEF. Le petit stand de l'époque a grandi. Aujourd'hui, nous avons un grand stand généreux, ouvert, qui accueille beaucoup d'auteurs et illustrateurs qui viennent signer. C'est un grand moment de discussion, d'échange. Voilà, et puis cette année, comme c'est les 20 ans de Rue du Monde, on va faire des petits cadeaux aux gens avec de beaux posters. Et on va se faire plaisir aussi. Les médias, à part TV Film bien sûr, les médias parlent très peu du livre jeunesse. Hein, très peu. Je crois qu'on n'a pas perçu en France qu'il y avait un livre jeunesse extrêmement brillant, qui fait justement briller les yeux du monde entier, de tous les professionnels du livre et de l'enfance. Il se crée ici des livres extraordinaires. Beaucoup. 12 000 nouveaux titres par an. Nous, on n'en fait qu'une trentaine là-dedans. Hein. Mais il y a un très beau livre jeunesse en France. On en parle trop peu. C'est vraiment dommage. Ça fait pourtant partie, je pense, de cette exception culturelle française. Et là, c'est vraiment l'occasion de rencontrer le public qui porte notre travail. Je dirais, il y a aujourd'hui des aficionados du livre jeunesse, beaucoup d'adultes, de jeunes adultes qui s'offrent des livres pour enfants, entre adultes aussi, hein, parce que c'est un art très vivant qui parle du monde d'aujourd'hui aux enfants. Et ce soir, nous recevons Estelle Perrard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la créatrice d'une collection de 6 livres adaptés pour les enfants qui ont des retards de développement. Alors, ma première question, pourquoi avoir décidé de faire ces bouquins ? C'est mon histoire personnelle qui m'a amenée à ça, puisque j'ai un enfant qui a un retard de développement, et en particulier un retard de langage. Et quand on a été confronté à ces retards, on a rapidement cherché ce qu'on pouvait faire, nous, en tant que parents, et on n'a pas trouvé de manière immédiate. Donc, j'ai recherché beaucoup de choses, et j'ai fini par créer des supports pour mon fils. Et ces supports, je trouvais dommage, finalement, que d'autres familles n'y aient pas accès. Donc j'ai travaillé avec des orthophonistes pour savoir si ce que j'avais créé, ça pouvait être pertinent pour d'autres enfants qui ont des difficultés à dire leurs premiers mots. Et voilà, donc la première collection des éditions Les Tortunettes vient de sortir. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on trouve dans ces petits bouquins ? Alors dans ces bouquins, on trouve essentiellement des images, c'est des imagiers. Donc un imagier, c'est une image, un mot. Et leur spécificité, c'est d'être adaptés pour des enfants qui ont des difficultés de prononciation. Donc dans ces livres, il y a des mots faciles à prononcer. Il y a aussi des comptines simplifiées pour être plus faciles à prononcer. Le but, c'est de mettre l'enfant en situation de réussite, plus qu'avec des supports classiques qu'on peut trouver en librairie. C'est vraiment innovant, ces bouquins, il n'y en a pas beaucoup. Ces bouquins-là, ce type-là de bouquins, il n'y en a pas du tout. Ça n'existait pas. C'est pour ça que je les ai créés. Après, innovant, c'est peut-être un grand mot parce que le principe est assez simple. Il s'agit simplement de mettre des mots qui sont plus accessibles d'un point de vue prononciation pour l'enfant qui a des difficultés sur cet aspect-là. Alors, il y a vraiment des effets après que les enfants utilisent ces livres ? Alors, c'est pas scientifique ni magique, mais les effets, je les ai au moins constatés sur mon fils, et puis ils ont été validés par des orthophonistes. Et en fait, ce que j'ai constaté avec mon fils, c'est qu'il y avait quand même un petit effet magique au démarrage, parce que le livre étant fait pour lui et lui étant plus accessible, voilà, il avait tout de suite un peu la fierté de pouvoir assez rapidement développer une certaine maîtrise de quelques mots qu'il n'avait pas avant. Et vous avez travaillé pendant combien de temps avec ces orthophonistes pour créer ces livres ? Alors le projet, il a démarré il y a un petit peu plus d'1 an.
Au départ, c'était surtout un blog pour échanger de l'information avec des parents sur le retard de développement. Puis ça a donné des ateliers avec les parents pour les aider à faire face à un retard de développement, au retard de langage. Et enfin, ces livres qui sont arrivés cet été. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup de parents qui en avaient besoin de ces livres. Est-ce qu'ils sont seuls face à ces problèmes-là? Oui, alors on se sent seul, c'est sûr. Le retard de langage, c'est quand même environ 7 à 8% des enfants qui entrent en maternelle. Donc ça fait quand même un bon nombre. Alors, dans retard de langage, il y a de tout. Il y a des enfants qui ont des petites difficultés à construire des phrases, et puis il y a des enfants qui ont même des difficultés à dire ne serait-ce qu'un seul mot. Donc l'éventail est assez large. Mais ce qui est sûr, c'est que en tant que parent, on peut avoir ce sentiment de se sentir un petit peu inutile face à ça, parce qu'il y a une très bonne prise en charge médicale, orthophonique, etc. en France. Mais par contre, en tant que parent, on n'a pas forcément un rôle assigné. Et dans ces livres, en plus d'être adaptés aux enfants, on donne un tas de conseils aux parents sur la manière d'aborder le retard de langage de leur enfant. Alors, quels sont ces conseils? Dites-moi. Je crois que le premier conseil, c'est de ne pas braquer l'enfant. Donc, de ne pas le forcer à dire, à répéter, mais d'être vraiment dans le jeu quand on lit par exemple un imagier ou quand on travaille avec lui le langage, même si travailler c'est pas le bon terme, mais quand on est sur ces aspects-là avec son propre enfant, il ne faut pas qu'on soit dans l'exercice, il faut qu'on soit vraiment dans le jeu pour garder son rôle de parent et pour ne pas le braquer, parce qu'en général un retard de langage, en plus ça se détecte vers 2, 3, 4 ans, une bonne période où les enfants sont dans le non. Oui. Ils peuvent avoir un retard de langage et être très à l'heure sur la période du non. J'ai des neveux comme ça. Donc voilà, il s'agit de garder un esprit ludique par rapport à tout ça. Et c'est pas facile parce qu'on a un petit peu l'angoisse de mon enfant parle pas. C'est compréhensible. Voilà. Et les parents alors, c'est quoi les retours? Les retours sont assez positifs. Les parents qui sont concernés, je n'ai pas besoin de leur expliquer à quoi ça sert parce qu'ils voient tout de suite l'avantage de ces imagiers, notamment par sonorité, qui font travailler un son après l'autre. Et ils sont assez enthousiastes. Donc voilà, j'espère que j'aurai assez de parents enthousiastes pour pouvoir continuer à développer des collections comme ça. Et dites-moi alors, c'est quoi la suite? Alors la suite, c'est de trouver des librairies qui diffusent mes livres. Et puis, comme je vous disais, continuer à développer des collections de livres. On envisage aussi une application tablette. Ah oui. Ouais. On a des ateliers qui sont déjà en place et on envisage bien sûr de les poursuivre et puis éventuellement d'adapter légèrement le format pour l'an prochain. Eh bien, je vous remercie, Madame Perra. Merci à vous. C'est la fin de ce 7-8 invité. Merci de nous avoir suivis et puis surtout, bonne soirée à tous.